Et c'est ça aussi, remonter une pièce, c'est prendre l'œuvre et faire « Ah, on va regarder ça de cette façon-là aujourd'hui. » C'est sûr que nous, étant des femmes d'origine arabe, cette œuvre-là nous touche différemment aussi. C'est tout ça, les défis de la mise en scène, c'est de se dire, bon, ben, comment on monte ça aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Le théâtre dans une série télé, c'est pas si courant que ça. Il y a des shows qui lui font la part belle, Slings and Arrow notamment, une série canadienne sur un festival de théâtre consacré à Shakespeare, mais ils sont finalement peu nombreux par rapport aux séries policières, médicales ou même sur l'industrie cinématographique. Est-ce que ce serait un thème moins attrayant ? Moi j'adore le théâtre, comme forme d'art vivant, je vais voir des pièces autant que je regarde Friends quasiment, et je trouve ça super à chaque fois quand des séries ou des films offrent à voir des petits bouts de ce monde dont ils sont les héritiers. Parce que si on parle des sitcoms tels que Friends, on est vraiment dans la continuité du spectacle vivant, dans une forme d'hybridation qui reprend à la fois le dispositif théâtral avec un plateau et un public présent qu'on entend, qui participe pleinement à l'expérience, et les outils de l'art cinématographique, notamment le montage, le cadrage. Tout ça pour dire que le fait que Joey soit comédien dans la série, comédien touche-à-tout, qui passe aussi par la case théâtre, permet de voir un petit peu de ce monde-là, notamment en fin de saison 3, lorsqu'il est casté pour jouer Victor, l'un des principaux personnages de Boxing Day, de Jennifer Ban Murray. Alors il y a débat, mais a priori elle n'existe pas, cette pièce. Mais cette intrigue qui tourne principalement autour de la relation entre Joey et Kate Miller, la comédienne principale, permet non seulement de voir des répétitions, mais introduit également un autre personnage, haut en couleur, Marshall Tonehand, le metteur en scène. Et justement, avec moi, deux metteuses en scène. Deux metteuses en scène. Salut Elkana. Bonjour. Salut Inès. Salut. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Friendzone, c'est un podcast qui, à l'occasion des 30 ans de Friends, revisite la série au travers des gens qui la regardent ou l'ont regardée et qui partagent dans leur vie un aspect essentiel ou anecdotique de la série. Parce que depuis plus de 20 ans que je regarde l'intégrale, plus d'une fois par an, je me suis aperçu qu'on pouvait parler de presque tout en partant de Friends. Et avant de parler des choses sérieuses comme le théâtre, comment vous avez rencontré Friends? Elkana ou Inès, je ne sais pas. Qui veut commencer? On va commencer par Elkana, puisque chronologiquement, c'est elle en premier. Oui, c'est ça. Alors, moi, j'ai commencé à regarder Friends dès la saison 1. J'avais 15 ans à l'époque et j'apprenais l'anglais. J'avais une amie qui était beaucoup plus intéressée par tout ce qui était la culture américaine. Et donc, c'était comme si ça nous approchait. Là. Salut Julie, justement. Et donc, Julie et moi, on parlait de Friends le lendemain, le vendredi, dans notre cours de physique, je pense. Puis on parlait de la série. Donc, c'est comme si ça m'a permis d'apprendre l'anglais parce que je mettais les sous-titres en anglais. Donc, j'étais capable de lire aussi. Puis ça faisait en sorte que je comprenais plus les dialogues. Et je me suis attachée à cette bande d'amis dans la vingtaine à qui je voulais ressembler. Tu sais, j'avais 15 ans, donc c'était comme... ils partaient de leur petite ville pour aller dans la grande ville. Et donc, ouais, j'ai commencé dès la première saison. Et évidemment, je vais repasser la POC à ma sœur parce que, je pense que le fait que je l'ai commencé à cet âge-là fait qu'elle l'a écouté avec moi. Oui, je le regardais un petit peu en diagonale au départ. J'avais à peu près 10 ans. Mais 1 an plus tard, j'étais en classe alternative. Donc, mais les 5 premiers mois, c'était immersion anglaise totale. Puis, dans nos devoirs le soir, il fallait qu'on écoute, qu'on regarde soit Friends, soit Fresh Prince of Bel-Air ou Simpson. Puis, donc, il fallait qu'on l'écoute et que je fasse un espèce de résumé le lendemain sur l'émission qu'on avait regardée. Alors, c'était très, très chouette comme c'est pas mal comme devoir. Et j'écoutais vraiment beaucoup Friends. J'adorais ça très jeune. C'était déjà juste de voir des gens avec une indépendance dans des super apparts, là. Surtout celui qui était à la base de Rachel puis Monica. Là. Et je comprenais pas comment on pouvait habiter là. Je trouvais ça extraordinaire avec la grande fenêtre, le grand balcon. Je voulais leur vie, passer mes journées dans un café. C'était du génie. Là. Donc, j'étais bien inspirée par cette vie. C'est le grand mystère, les appartes de Friends, toujours. Hein. Mais, et du coup, vous avez suivi l'intégrale jusqu'au final. Ouais. Vous avez regardé... ouais. Moi, j'ai tout... Tu sais, c'est l'époque des... Ça passe à la télé, là. Donc, je les ai tous regardés, tous les épisodes.
Je me demande si à la fin, c'était 7 ans d'épisode, c'est 7, non, 11? C'est 10 ans. 10 ans, 10 excuse-moi, ouais. c'est 10 ans, fait que 25, j'avais déjà déménagé. Donc, je pense que peut-être que les dernières saisons, je les regardais quand elles sortaient en DVD. Parce que je travaillais, là, fait que je pense pas que j'étais toujours devant ma télé le jeudi soir. Là. Mais oui, je pense que je les écoute jusqu'à la dernière la saison, la finale et tout. Ouais, c'est vraiment 10 ans de ma vie. Tu sais, de l'âge de 15 à 25. Donc, c'est vraiment comment ça m'a construit. Quand je revois des épisodes, je fais « Ah, mon Dieu, c'est ça! » Moi, je les ai plus regardés pendant 3-4 ans. Puis ensuite, j'ai eu une vie de saltimbanque qui faisait que j'étais plus à la maison à 16 ans. Et je les ai revus plus vieilles quand ça s'est retrouvé sur des plateformes ou quand j'allais en tournée dans des hôtels qui ont, tu sais, il y a des postes que c'est pratiquement juste Sex and the City puis Friends qui jouent un après l'autre. Donc ça, c'est mon plus grand bonheur parce que j'ai aussi une plus grande addiction à Sex and the City. Eux, je les connais par cœur toutes les saisons. Puis Friends, ben, c'est devenu comme la petite sœur de Sex and the City. Moi, je fais partie de ceux qui ont aimé ça du début à la fin, tu sais. J'ai pas de désaveu. C'est une là. OG. C'est une original. Ouais, c'est gangster. ça. Quand c'est ressorti sur les plateformes, je pense que je les ai réécoutés au complet à la COVID. Moi, je les ai pas réécoutés avant ça. J'ai comme, bon, j'ai fait ma job, là. Je les ai écoutés quand ils ont... Je les ai regardés quand ils ont été diffusés. Mais ouais, j'ai refait ça, ouais. Et ça c'est quoi de tout revoir d'affilée? Parce que en plus, dans un temps beaucoup plus court, parce que entre une série qui dure 10 ans et qu'on suit année après année, à chaque jeudi, une fois par semaine et tout, et le fait de l'enchaîner, j'imagine qu'il y a une différence d'expérience. Moi, je l'ai connu que comme ça. Ah ouais, j'ai connu c'est que ça, hein? En fait, je regardais un peu en France quand c'était diffusé, mais c'est au moment où j'ai commencé à acheter les DVD que vraiment il y a eu cet amour qui est né. Mais ben, je pense qu'il y a un rapport beaucoup plus affectif, fort qui se fait quand tu le binge-watch que quand tu le consommes. Tu sais, pour moi, c'était une série que j'avais vue comme j'avais vu Seinfeld, comme j'avais vu. Tu sais, ça faisait partie de ma vie, mais pas tant. Alors que quand j'ai revu, bon, il faut dire que la pandémie aussi faisait en sorte que j'étais dans une période où j'étais très proche de tout ce qui pouvait me réconforter, la nostalgie, tu sais, la référence. Et donc là, j'ai l'impression que j'ai revu mon début de vie d'adulte, mais puis j'étais plus proche aussi d'eux. Je comprenais par où ils étaient passés dans leur vie et tout ça. Donc, ça a été comme retrouver un ami que tu pensais pas qui avait été aussi important dans ta vie. Toi, Inès, t'as tout réécouté aussi en entier, complètement avec les plateformes, ou c'était plus la consommation de temps en temps des épisodes? Ouais, c'est ça. J'ai plutôt... je me suis tapé des saisons de temps en temps à l'intérieur de plusieurs années. C'est drôle, c'est vraiment dans des besoins quand j'ai un craving de voir Friends, donc dans des états précis. Souvent le temps des fêtes, mais c'est souvent là aussi que je vais regarder Labyrinthe, le Prince à New York, des films pour me ramener à cet état-là de maison et de jeunesse. Mais j'aime bien les regarder. J'aime bien quand quelqu'un parle d'un épisode de Sex and the City et là, aller le regarder. De Friends. Voyons, excusez-moi, c'est mon obsession. Je vais reprendre ça. Mais c'est vrai que je dois le nommer. Là. Je suis surtout une Sex and the City, mais c'est mon deuxième, c'est numéro 2. Mais ça reste des amis, ça reste une grande histoire d'amitié. Donc, c'est des gens de New York qui auraient pu être amis. Seinfeld aussi. Il aurait pu avoir, les trucs ça aurait été vraiment hot qu'il y ait des crossfades, là. C'est genre des gens de Friends qui s'en vont dans le café de la gang de Seinfeld ou des gens de Seinfeld qui s'en vont au café de Friends. Ou... Mais je pense qu'au-delà de ça, je pense que c'est un des sujets qui me bouleverse et m'anime le plus, l'histoire des amitiés, plus que les histoires d'amour. Il y a quelque chose dans l'amitié que je trouve éternel, puis sans fin de sujet. Mais bref, donc, j'aime quand quelqu'un parle d'un épisode de Friends, puis là, de retourner, d'y aller, de regarder. Puis là, finalement, je me tape tous les autres épisodes qui suivent. Et puis, je dois dire qu'il y a quand même mon amour profond et infini pour Phoebe, qui est Lisa Kudrow, qui est pour moi une des plus grandes actrices et qui a le sens comique le plus incroyable de sa génération. Donc, tous les épisodes qui est en force sur soit Phoebe ou soit sa sœur Ursula, c'est ça? Oui. Je veux dire, je me lance, puis eux, je les connais pratiquement par cœur, là. Donc, ouais, j'ai un amour vraiment infini pour Phoebe.
Ursula, en plus, qu'on voit pas tant que ça dans la série, mais qui est donc évidemment interprétée aussi par Lisa Kudrow, et qui a vraiment effectivement une personnalité tellement différente de Phoebe, et qu'elle joue tellement bien aussi, quoi, cette espèce de femme complètement froide, cynique et manipulatrice. L'épisode avec Sean Penn est génial. C'est un peu ingrat pour les autres acteurs parce que on réalise pas à quel point ce sont d'exceptionnels acteurs parce qu'on les avait pas connus dans d'autres choses avant de les voir dans cette série. Fait que souvent, on a l'impression que c'est eux. On voit rarement leur palette de jeux, mais Lisa Kudrow, elle a pu faire ça parce qu'elle a fait 2 personnages. Donc, elle a mis de l'avant sa grande capacité de Mais ils sont jeu, très là. proches de leur personnalité de base quand même. Puis je pense qu'elle a... Oui, mais on va peut dire que ça reste des grands acteurs. des acteurs, ouais. C'est quand même des bons acteurs. Là. C'est pas... il n'y a personne là-dedans qui n'aurait pas pu jouer autre chose ou autre. Mais c'est juste qu'elle, on la voit, là, puis c'est vrai qu'elle a un sens comique incroyable, mais on assisté à ça. Mais d'ailleurs, en recherchant un peu sur cet épisode, j'avais oublié qu'elle avait rejoué dans une série assez peu de temps après la fin de Friends, l'année suivante, qui s'appelle Le Comeback. Et qui est justement, en fait, elle joue une actrice has-been qui essaye de revenir et c'est en found footage. Et il y a eu 2 saisons à 10 ans d'écart, parce que la première c'était 2005 et la deuxième 2014, donc 9 ans d'écart. La première qui a eu un accueil un peu mitigé, la deuxième qui est un très gros succès critique. Et je les ai pas regardés, je pense que je vais essayer de me les faire. Là, parce que... Mais c'est bon, moi je pense que j'ai juste vu la 2014. Mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est Matt Leblanc qui a un peu moins réussi à pousser sa carrière après d'acteur. Ils ont comme essayé de faire comment on appelle, pas un sideshow, mais un le spin-off Joey qui a été un four, qui a fait du mal, je pense, et tout. Matt Leblanc, il est incroyable dans la série Épisode, qui a été reprise, qui est par aussi David Crane, donc un des producteurs de Friends, et qui reprend, en fait, c'est un couple de scénaristes anglais qui voit sa série... à succès, racheté par un network américain pour être réadapté par des Américains. Et du coup, c'est Matt Leblanc qui est casté, qui joue son propre rôle, qui est casté pour jouer à la base, qui est censé être un professeur d'histoire. Donc les 2 scénaristes sont un peu genre... Joey, ça n'a pas de sens. et où ça finit par être transformé. Enfin, voilà, c'est tous les déboires de scénaristes dans le milieu de la télé américaine. C'est très, très drôle. Matt Leblanc est incroyable dedans. Il est vraiment je connaissais super. pas. Épisode, il y a plusieurs saisons. Je sais plus, 3-4 saisons comme ça. Mais vraiment très, très bien. Et ça a été le retour vraiment de Matt Leblanc sur... c'est chouette, parce qu'ils méritaient tous de pouvoir continuer leur carrière quand même après. C'est vrai qu'on n'en a jamais trop parlé dans le podcast encore pour l'instant, mais David Schwimmer, lui, a fait une carrière plutôt côté réalisation. Producteur, puis réal. Tout réussi. Bon, Jennifer Aniston. C'est Jennifer Aniston. Voilà, c'est la première qui a réussi à faire le fameux cross télé-cinéma que toutes les actrices de télé rêvaient de faire. Là, maintenant, on a eu, après l'âge d'or de la télé, où là, c'est la télé que les gens veulent faire. Monica voulait faire... Monica aussi, elle était dans les... j'ai oublié son vrai nom. Courtney. Dans les Scream. Dans les Scream, puis après ça, elle a joué dans plusieurs trucs. Elle a joué dans quelques trucs, mais c'est vrai que ses gros rôles ont plutôt été quand même côté série, où elle est revenue, quand elle est revenue en... Elle est tombée aussi dans la chirurgie esthétique, puis l'obsession du visage, que je pense un peu mal tourné pour elle. Mais ça doit être très particulier aussi, comme ils étaient jeunes, là, c'est leur premier gros projet. Pour la plupart, c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'attention, pendant 10 ans, puis ensuite, du jour au lendemain, faut trouver quoi faire de ces journées. Ouais, puis quand tu as une série qui a succès, non seulement sur le moment où déjà, donc t'es propulsé, tu gagnes plein d'argent, puis t'es associé à un personnage, c'est compliqué, mais en plus, c'est Friends, c'est-à-dire que 30 ans plus tard, il y a toujours des dizaines, voire des centaines de millions de fans, si ce n'est plus, qui continuent de regarder. Il y a des chaînes qui continuent de te projeter cette image de toi d'il y a 30 ans. Ça doit être très dur de se voir vieillir et de sortir de ça, de s'extraire de cette image de soi. C'est comme quand les gens disent, quand tu réussis à travailler, disons, quand tes belles années sont derrière toi, mettons, les gens qui ont comme été très hot au secondaire, puis après ça, c'est comme si on te dit, ton meilleur est derrière toi, alors que tu es censé aller vers de l'avant. Là. Donc, il y a quelque chose d'un peu stressant pour un acteur qui essaie de faire autre chose, de montrer ce qu'il peut faire, puis de toujours se faire rappeler cette période-là. Oui.
On s'ennuie de Matthew Perry quand même. Ouais. Et qui a fait en plus de très belles choses. Enfin, moi, il a eu malheureusement assez peu de succès dans les séries qu'il a faites par la suite. Moi, il y en a que j'aime vraiment beaucoup. Notamment une d'Aaron Sorkin qui est super, qui est Studio 60 on the Sunset Strip. Il n'y a qu'une saison. Il a fait ça, Sorkin, après à la Maison Blanche et avant. C'était pas Network, c'était. Je sais plus. Enfin bref, bon, je retrouverai éventuellement. Mais en tout cas, voilà, il a fait sur en fait les coulisses d'une émission type Saturday Night Live. Et où Matthew Perry joue un scénariste et un directeur d'écriture, en fait. Enfin, on suit vraiment à la fois les producteurs, la chaîne. On a des personnages qu'on suit à peu près à tous les niveaux de la production, qui est assez intéressant. Et puis, c'est du Sorkin. Donc, c'est beaucoup de dialogues. C'est très verbeux et c'est des très longs plans séquences dans des couloirs avec des gens qui marchent en discutant. Mais, ça me dit quelque chose. mais pour le coup, c'était vraiment, j'avais trouvé ça assez super, à part quand il parle d'histoire d'amour, parce que Sorkin sait vraiment pas écrire les histoires d'amour, je trouve. Mais voilà, ça fait partie des trucs super que Matthew Perry a fait, je pense, après Friends, et qui n'ont pas eu malheureusement le succès escompté, quoi. Mais il y a eu le retour juste de... Malheureusement, qui n'était pas très, très long, qui était proche de son décès, mais de son livre. Oui. De se réapproprier son histoire, qui a été hyper touchante. En tout cas, l'accès à sa vie privée a été... c'est bouleversant, ce qu'il a écrit. Puis bon, ben, il est parti très peu de temps après. C'est quand même très dommage. Malheureusement. Mais revenons à Oui, des choses plus à la heureuses. lumière. Non, mais c'est fou de voir à quel point le Matthew Perry, parce que vous n'êtes pas les premières à en parler dans le podcast, et puis dans les gens qui ont été marqués par Friends, ce qui fait quand même pas mal de monde. Oui. Le fait de voir un des acteurs principaux de Friends disparaître dans le genre, ça nous remet face aussi à notre réalité. Voilà, le vieillissement. Mais c'est parce que c'était quand même le plus drôle. Là. Oui, Lisa, Phoebe était extrêmement drôle, mais par son absurdité et son étrangeté. Mais je crois que Matthew Perry, je vais dire son nom, pas son personnage, parce que je pense que c'était beaucoup lui. En fait, j'ai lu même souvent qu'il improvisait des trucs, il déstabilisait les autres acteurs. Je pense que c'était un des plus drôles et qui avait la plus grande répartie. Un genre de Robin Williams, en fait. Il était capable d'inventer des blagues en 1 seconde et de se rattraper aussi si on lui en inventait devant lui. Donc, il y a un rapport dans Friends qui est très important de cet acteur-là. Puis je me rappelle dans le documentaire, il parlait souvent que chacun, c'était son acteur préféré. C'était Matthew. Il me faisait rire, il prenait soin de nous. Donc, j'ai l'impression que c'est une grosse partie de Friends qui est décédée. De la réussite, puis de la connexion entre les acteurs. Donc, aimer Friends, c'est aimer Matthew Perry. Mais donc, revenons à ces épisodes qu'on a regardés, donc de la saison 3, où on a donc un metteur en scène qu'on voit, qui est un peu, comme je disais dans l'intro, haut en couleur. Est-ce que c'est une caricature? C'est une bonne question. Vous déjà, peut-être pour expliquer un petit peu aux auditeurs, auditrices, c'est quoi le rôle d'un metteur en scène, d'une metteuse en scène sur un plateau par rapport à une pièce? Comment vous définiriez votre place dans la création? Comment on définit? Alors, c'est parce que quand on prend les rôles séparément, disons que... Parce que nous, on vient d'un milieu où beaucoup de ces rôles-là se croisent dans la mesure où on a fait beaucoup de projets où quelqu'un qui a fait la mise en scène, c'est quelqu'un qui a écrit le texte ou c'est la personne qui joue dans le spectacle qui le met en scène. Mais si on sépare, on a quelqu'un qui écrit un texte de théâtre et le metteur en scène montre ce texte-là. Donc, va faire le casting des acteurs qui vont jouer dans la pièce et ensuite va engager aussi les concepteurs, donc ceux qui vont faire l'éclairage, la musique, les costumes, la scéno. Et donc, monte, de là le mot metteur et metteuse, monte le spectacle, crée ce spectacle-là, dirige les acteurs, choisit la conception. Donc, c'est le rôle, le chef d'orchestre, mais si on était dans le milieu de la musique, ouais. Inès, ça te va comme définition? Je trouve ça exact. Oui, j'ai rien à dire d'autre. C'est exactement ça. Puis c'est beaucoup de chapeaux. Et en même temps, il faut savoir laisser aussi de la place. Donc, c'est un métier de jonglerie, en fait, d'essayer de diriger à la fois, d'être à l'écoute. Il y a quelque chose de très technique aussi dans la mise en scène qu'on souvent on oublie quand on n'est pas à l'intérieur de ça.
il y a un côté très technique et des discussions avec des producteurs et des termes techniques. C'est pas que artistique. Souvent, c'est pour ça que je dis la caricature, là, c'est qu'il y a quelque chose de très de metteur en scène, mais il y a quelque chose de très terre à terre aussi d'être metteur en scène. C'est génial puisque quand tu fais le côté la voix de metteur en scène, t'as un accent français terrible. Ah ouais. Ça veut dire quelque chose, je pense, sur exact. nous. Cette arrogance du metteur en scène, soudainement, avec l'accent Alors français. du coup, Ça va pas du tout, ça ne va pas du tout. on la refait, mais cette fois on la fait bien. Mais comme mais justement, quand il pète sa coche, là, puis il est comme, tu sais, il les trouve pas bon, là, pour des raisons X, là, ça me fait rire parce que je me dis, mon Dieu, oui, c'est déjà arrivé, je crois. C'est pour ça que, oui, c'est une caricature, mais je pense qu'à une certaine époque, il y avait des metteurs en scène qui se permettaient d'être un peu problématiques. Oui, exactement. J'ai dit problématique. Odieux. C'est rigolo d'où t'en parles. J'ai justement l'extrait où il devient un peu fou. On va l'écouter et on va en parler. Come on, baby, don't go. Please? What do you say? Hello? Oh, it's you. Just one sec. I am going to take this call. When I continue, I hope that there will appear on stage this magical thing that in the theater we call committing to the moment. The guy's like a cartoon. What do you see in him, anyway? Okay, I'm afraid to say this, but let's pick it up where we left off. Come on, baby, don't go. Please? What do you say? I've got no reason to stay. Stop! Stop it! You must stop! You are bad actors. This is a terrible play. I'll see you in the morning. Voilà. Alors, Ça me fait rire parce que tu viens de me dire tout à l'heure que je prenais l'accent français quand je faisais la caricature du metteur en scène. Puis là, pour eux, c'est les Anglais, les British. Je suis comme à chacun sa chacune. Ouais, c'est ça. C'est pour résumer un peu ce qui se passe. Donc, ils sont en train, Kate et Joey sont en train de répéter une scène. Là, le téléphone du metteur en scène sonne. Déjà, on peut noter ce professionnalisme. Mais c'est peut-être quelqu'un de la production, c'est peut-être sa scénographe qui l'appelle. On pourrait dire que c'est quelque chose d'important. Mais en tout cas, il lui répond. Avant de partir, il dit « J'aimerais bien que, quand je reviens, on puisse faire cette chose incroyable au théâtre qui veut dire se consacrer au moment, se donner au moment, s'engager au moment. » Bon, Joey dit que ce mec est un personnage de cartoon, c'est pas possible. Et il revient, bon, il est toujours pas très content et il dit « Vous êtes des mauvais acteurs, c'est une pièce terrible » et il se casse. Il y a des moments comme ça Oui. Mais je pense qu'il y a des moments, je veux dire, il y a des moments où quand, dans le travail, on fait « Hey boy, OK, ça marche pas cette scène-là ». Mais le travail de mise en scène, c'est de travailler, de s'arranger pour que ça fonctionne. Mais là, c'est sûr qu'on est dans cet épisode-là, on est dans une coche... Dans cette scène-là, on est dans une coche plus élevée. Mais oui, ça arrive qu'on fasse une scène, puis des fois, c'est même les acteurs qui sont comme oh, « OK, non, ça marche pas. » Puis on est comme « OK, on va... » Tu sais, c'est un travail de collaboration. Hein, oui, puis c'est trust the process aussi. Beaucoup, ça peut arriver qu'au départ, c'est complètement... c'est ridiculement mauvais. Puis, bon, Et puis après, il y a différentes idéologies ou façons de voir le travail. Il y a des metteurs en scène qui pensent que c'est un travail d'équipe. D'autres qui vont dire cet acteur est mauvais, mon spectacle est bon, mais l'acteur est mauvais. Il y a beaucoup de gens, par exemple, il y a beaucoup d'écrits qui disent que il n'y a pas de mauvais acteurs, il y a des mauvais metteurs en scène. Donc, si ton acteur n'est pas bon, c'est parce que tu n'as pas réussi à le mettre en scène d'une bonne manière. Donc, c'est ça. Ça va dépendre de sa manière de travailler, sa manière de réfléchir. Elkana et moi, on n'est pas du tout dans ce genre de mise en scène-là. Quoique, des fois, on aimerait. Mais tu sais, il faut savoir que... Oui, mais c'est que les deux, on est comédiennes. Donc, c'est sûr que nous, notre approche à la mise en scène, quand ça vient aux acteurs, je ne sais pas si c'est un de tes extraits que tu as, mais à un moment donné, il dit... Il les nomme des props.
My beautiful props, tu sais, comme ils les appellent comme étant des... Tu sais, c'est ça. Donc, des objets. Donc, pour ce metteur en scène-là, clairement, les acteurs ne sont que des objets. Des accessoires, en Des fait. accessoires, voilà. C'est les accessoires à ce que lui, grand metteur en scène, va vouloir présenter. Alors que nous, comme on joue, alors pour nous, c'est comment amener un acteur à être juste, à être sur la bonne track, à comprendre les enjeux de la scène ou de la pièce, c'est hyper important parce que c'est ça qu'on fait, nous aussi. On se retrouve de l'autre côté, donc on le sait que des fois, il faut trouver comment amener l'acteur à cette scène-là, puis à comprendre, c'est ça notre métier, on le guide vers ça. Donc, c'est sûr qu'Inès a raison quand elle disait il n'y a pas de mauvais acteur, il y a de mauvais metteur en scène. Ben oui, parce qu'ultimement, tu es censé pouvoir amener ton acteur là. Tu l'as choisi. À partir de là. Ce que je trouve intéressant, par contre, c'est tu vas me dire ce que tu en penses, Inès, c'est qu'eux, ils ont ce qu'on appelle des understudies. Oui. C'est quelque chose qu'on n'a pas, nous. Ça, tu vois, quand j'ai vu cet épisode-là, quand je l'ai réécouté, j'ai fait « Ah, wow, oui, OK, cette affaire-là aussi que t'as toujours quelqu'un qui est là pour... au niveau de la mise en scène, il y a quelque chose de beaucoup plus pratique de savoir que... Parce que c'est des runs qui sont très longues. Aux États-Unis, des fois, c'est des 2, 3, 4 mois. Donc, cette capacité-là d'avoir des acteurs qui sont disponibles pour remplacer. Understudy, c'est c'est la doublure, la ça, doublure, c'est ça. Ouais. Comme ça, si l'acteur est malade, parce que des fois, ils vont jouer 9-10 fois par semaine, surtout pour tout ce qui est Broadway, là, des fois, ils dansent, ils chantent, donc ils ont les understudies. Là, donc ça, c'est beaucoup. Au Québec, on en a pour les comédies musicales souvent, mais c'est dans cette idée-là aussi de considérer que c'est plusieurs spectacles par semaine pendant plusieurs semaines. Mais au théâtre, c'est hyper rare, pour ne pas dire... Mais j'allais dire, en plus, c'est vrai que c'est intéressant le fait de présenter ces doublures parce que, justement, ça redonne le côté très technique du metteur en scène ou de la metteuse en scène, qui est de dire, en fait, peu importe l'acteur, le comédien ou la comédienne, en fait. Il faut que ça soit joué d'une certaine manière et c'est à moi d'amener le comédien ou la comédienne à faire ça, quelle que soit limite la personne en face, qui n'est pas du tout l'approche, alors moi j'allais dire française pour le coup, hein, où quand tu castes, tu vas voir, tu veux ce comédien, cette comédienne-là pour aller chercher chez elle. Ce qui est intéressant, par contre, avec la différence, surtout des Français, de jeu du français, de la France, c'est que souvent, ils vont aller chercher des acteurs dont la personnalité leur rappelle un des personnages. Ils vont beaucoup dans cette... D'où le fait que beaucoup d'acteurs qui jouent souvent le même genre d'état ou qui ont un éventail plus petit, je crois qu'ils sont souvent très heureux de rencontrer des acteurs québécois parce qu'ils les voient être dans une espèce d'éventail infini. Ici, on a comme ce rapport-là à pouvoir être drôle et dramatique et à une versatilité. Oui, puis d'être heureux de ça et d'en faire la promotion. Un acteur qui joue plein de choses, ici, c'est vénéré. Tandis qu'en France, pendant longtemps, c'était Isabelle Huppert, Adjani, Bellucci, Cassel. Chacun jouait toujours un peu le même genre de personnage, qu'il soit toujours un peu agressif ou ténébreux, l'autre. Donc, on a une différence aussi beaucoup. Tandis qu'ici, les auditions deviennent hyper importantes parce qu'on veut absolument voir quelque chose que l'acteur peut nous offrir aussi et que c'est pas juste la personnalité, du moins. Je trouve que souvent, quand je vais voir des spectacles en France, surtout au théâtre, je sens souvent la Pierre Ninet. Bon, peut-être pas, là. Mais en fait, j'allais dire justement comédie française. Peut-être le lieu où c'est pas vraiment le cas. Ouais, voilà. Où là, on élève, on dirait des poulets de batterie, mais des comédiens, comédiennes vraiment en plus, je suis pas forcément fan du français de manière générale, même si le changement de direction a quand même amené du bon et a renouvelé pas mal le répertoire et la manière et puis les metteurs en scène aussi invités. Mais ouais, il y a cette capacité des comédiens et comédiennes du français à vraiment jouer beaucoup de choses et avoir une palette. De plus en plus. Et je crois qu'il y a de plus en plus de spectacles québécois qui vont jouer en France parce que le public est de plus en plus adapté à voir ce genre de trucs. Et je crois que nous, au Québec, on est très proche de l'art américain aussi, du théâtre américain, du jeu d'acteurs américains.
des écoles de pensée américaines. Donc, mais encore là, on n'a pas la chance rarement d'avoir des subs, des doublures. Oui, mais c'est parce que les spectacles tournent pas, Assez. ne jouent Ouais. pas aussi longtemps. Alors justement, Ouais. parlons du vôtre, donc ce que vous avez mis en scène récemment. Donc là, Oui. c'était il y a quelques mois. On a repris la pièce Incendie de Wajdi Mouawad, pièce qui a été montée il y a une vingtaine d'années à Mais qui Montréal. n'avait jamais été repris depuis... Elle n'a jamais été reprise à Montréal. À Montréal, depuis. oui, oui. Depuis que Waji l'a monté Ouais, exact. jusqu'au TNM, je dirais. Ouais. Il l'a fait au Katsu et ensuite au TNM. Ça a été repris à Québec, dans la ville de Québec, D'accord. mais pas à Montréal. D'accord. Donc, Ouais. est-ce qu'on peut raconter un peu comment vous êtes arrivé sur ce projet? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que... Non, ça vient pas de nous. C'est les deux directeurs artistiques de DUCEP, qui est une salle de spectacle et un théâtre important là, à Montréal, qui se situe à la Place des Arts. Et donc, Jean-Simon Traversy et David Lorrain. Ils nous ont contactés pour nous demander si on voulait les rencontrer. Puis finalement, c'était cette idée de reprendre cette œuvre de Wajdi Mouawad. Moi, c'est je dis son nom de famille en version française, mais Elkana, c'est comment le dire en arabe. Donc, Wajdi Mouawad, qui a écrit cette pièce en 2001, qui a été jouée en 2002, je crois, au Katsu. Reprise plus tard au TNM, aussi mis en scène par Wajdi Mouawad. Et évidemment, les gens connaissent aussi beaucoup le film de Denis Villeneuve, qui était en 2012. C'est que les garçons à DUCEP ont envie de faire cette série de spectacles par année, à chaque année, d'avoir un spectacle et une reprise, ce qu'ils appellent les nouveaux classiques, néoclassiques du théâtre québécois. Parce qu'on est vraiment au Québec dans un théâtre de création. On crée énormément de pièces. Alors, si on prend toutes les pièces qui sont présentées au théâtre à Montréal dans une année théâtrale, je vous dirais qu'on est à peut-être 90 à 95 % de création. Et donc, on reprend rarement les pièces qui ont été créées dans les 20-25 dernières années. Et DUCEP veut faire ça dans les prochaines saisons, donc de toujours avoir une pièce qui est une reprise. Et donc, Incendie, c'était la pièce de cette année théâtrale. Et c'est eux qui vont vers les artistes en leur disant, voulez-vous vous frotter à cette œuvre? Vous commettre. Oui, commettre est le bon mot, je pense. Parce que comme c'est pas quelque chose qui se fait souvent, ben c'est sûr que le regard est différent du public quand tu reprends une pièce versus quand c'est une création. Mais surtout que là, c'était la première fois qu'on demandait de reprendre un néoclassique qui est une œuvre très importante du Québec par des artistes qui ne sont pas à la base de cette œuvre-là. On n'avait absolument aucun lien, Inès et moi, avec cette pièce-là. Je veux dire, on n'a pas joué dans la version originale ou autre. Donc, c'était vraiment un beau défi. Ouais. Oui, parce qu'il faut rappeler que Wajdi Mouawad, on le connaît en France parce qu'aujourd'hui, il est donc le directeur du Théâtre de la Colline, qui est un théâtre quand même assez important. Donc, ses pièces ont aussi beaucoup été montées. Il a beaucoup monté ses pièces en France et continue d'ailleurs de les monter là-bas. Mais il a longtemps été... il vient du Québec et il a longtemps été au Québec et il a travaillé au Québec avant d'arriver en France. Oui, tout à fait. Il a étudié ici. Comme après acteur. son arrivée du Liban. Il a étudié à l'École nationale comme acteur, mais c'est un metteur en scène qui écrit ses pièces aussi. Donc, quand je parlais des différents chapeaux, c'est ça. Alors que nous, on s'est vraiment commis, j'aime bien ce mot-là, à cette œuvre-là, qui a été quand même créée par un metteur en scène qui est aussi un acteur et qui est l'auteur. Donc, c'est écrit par quelqu'un qui comprend. Alors que souvent, quand on va se prendre une pièce qui a été écrite par un auteur dramatique qui ne joue pas ou ne met pas en scène, ben c'est vraiment son idée. Il a écrit cette pièce-là. Oui, c'est pour le théâtre, mais nous, on a une de nos grandes amies qui est autrice de théâtre et elle a écrit sa pièce comme elle l'imagine. Alors que Wajdi, c'est beaucoup une écriture de plateau. Surtout Incendie, il le fait beaucoup en improvisation et tout ça. Donc, il y a vraiment l'importance de l'acteur, de la troupe. Mais tout est écrit dans Incendie, toutes les didascalies. Il n'y a pratiquement rien à faire. Nous, on a décidé d'amplifier certaines affaires, mais quand même, il y a pratiquement tout ce qui se passe sur scène a été écrit dans la pièce de Wajdi. Donc, c'est vraiment
C'est un plan plus que Ikea. Là. On est sûr d'avoir tous les morceaux. Exactement. Tout est là. Puis, On a fait un travail de dramaturgie quand même. On a coupé à peu près 1 heure de spectacle. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est Alors, j'ai pas eu la chance de voir la pièce malheureusement parce que ça ne se jouait plus quand je suis arrivé à Montréal. J'aurais aimé, mais oui, puis ça recommence et quand ça tu recommence pars. quand je pars. Vraiment mauvais timing. Ma venue montréalaise cette année n'était pas bien timée pour le théâtre. C'était vraiment la saison morte. mais par contre, j'ai lu dessus et j'ai lu notamment qu'effectivement vous aviez coupé dans la pièce pour notamment donner un point de vue, mettre en avant un point de vue spécifique d'un des personnages. Ben, dans ce qu'on a coupé de Nawal, mais dans ce qu'on a coupé, c'est qu'on n'a pas coupé on n'a pas coupé des parties. On a vraiment fait un travail d'amincissement. T'sais, on est allé à l'essentiel de la pièce. On a coupé ce qu'on pouvait couper de gras et aussi ce qui donnait une couleur un peu vieillotte de certains personnages. Hermile, le notaire, faisait énormément de jeux de mots. On appelle ça ici des péronismes. Des péronismes. En fait, des péronismes, c'est qu'il y a un animateur de sport qui souvent faisait des proverbes ou des adages, mais en mélangeant un peu qui ne roule pas mousse ramasse cuillère, là, par exemple. Et Hermile faisait ça beaucoup. Je m'en souviens. Oui. Donc, on a, par souci aussi d'une envie en 2024 de ne pas monter un spectacle avec une espèce de regard d'agisme et de mépris sur l'homme blanc de 50 ans et plus. On n'avait comme pas envie de ça. On avait envie qu'Hermile soit touchant et pertinent et un peu maladroit, mais pas nécessairement qu'on puisse penser à aucune seconde qu'il puisse être débile ou ignare. Ou perdre de sa crédibilité. Ouais. Parce que là, soudainement, ça devient quelque chose d'un peu caricatural. Puis là, ton travail comme metteur en scène, puis quand tu reprends une pièce, ben, il est quand même là de la contextualiser, l'œuvre, pourquoi tu la remontes aujourd'hui. Puis nous, notre regard de mettre à l'avant le personnage de Nawal, ben, il s'est fait beaucoup dans d'autres aspects de la mise en scène. Dans le fait que ce soit la seule actrice qui joue Nawal, automatiquement, ça rend ce personnage-là unique. Parce que la seule personne qui le joue, c'est la même actrice. Donc, automatiquement, on passe à travers son regard à elle. Parce que pour que les auditeurs et auditrices qui n'ont pas vu, qui ne connaissent pas Incendie, en fait, il y a différentes époques. Exactement. On traverse... la pièce commence avec des jumeaux qui apprennent la mort de leur mère. Au temps d'aujourd'hui. Exact. Ils sont en 2000 et quelques. Ils apprennent que leur mère est décédée. Ils ont le testament. Et dans le testament, il y a des lettres qui leur expliquent. Ils apprennent qu'ils ont un père et un frère. Et donc, les 2 jumeaux doivent aller à la recherche de leur père et de leur frère. Leur père qu'ils croyaient mort et leur frère qui ne savait pas l'existence. Et donc, on retourne dans le passé de cette femme-là, Nawal, et dans la pièce, on la voit à l'âge de 14 ans, on la voit à l'âge de 19 ans, à l'âge de 40 ans et à l'âge de 60 ans et 65 ans. Donc, dans les pièces de Wajdi, les 19 et 40 étaient joués par une comédienne et 60, 65 par une autre. Ce qui n'est pas notre cas à nous. Je pense qu'il y avait aussi 14, c'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, l'histoire, il y a comme un rapport au souvenir de Nawal qui est différent parce que c'est dans le passé. Tu retrouves le passé de Nawal, tu suis les jumeaux. Mais en ayant la même Nawal qui raconte, bien là, on prend ça sous le prisme de Nawal. C'est quoi cette histoire-là? Et donc là, c'est sûr que ça change la lecture de la pièce. Et c'est ça aussi, remonter une pièce, c'est prendre l'œuvre et faire « Ah, on va regarder ça de cette façon-là aujourd'hui. » C'est sûr que nous, étant des femmes d'origine arabe, cette œuvre-là nous touche différemment aussi. C'est tout ça, les défis de la mise en scène, c'est de se dire, bon, ben, comment on monte ça aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? J'allais vous demander justement, vous la connaissiez avant l'œuvre? Vous l'aviez vue? Oui. Moi, je l'avais vue au théâtre. J'ai vu le film aussi. J'avais lu déjà Moi, j'ai lu la pièce. Je n'avais pas vu les mises en scène de Wajdi. La mise en scène de Wajdi, mais les différents, parce qu'il l'a fait plusieurs fois. Donc, je n'avais pas vu. J'avais lu la pièce à plusieurs reprises. C'est un rendez-vous manqué avec Incendie de Wajdi. Quoique là, je me suis bien reprise. C'est ce que j'allais dire, ça. Mais, il y a des dates, vaut mieux les rater la première fois. Exactement. Mais je suis contente c'est une des raisons pour laquelle j'étais contente de la reprendre parce que j'avais pas ce souvenir-là aussi. Et justement, quand on connaît l'œuvre avant, est-ce que ça change quelque chose sur la manière de lire l'œuvre, la comprendre? Ce qui est intéressant, c'est que le carré de jeu de cette pièce-là est très petit.
parce que tout est écrit dans la pièce. Nous, la position qu'on a prise, en fait, c'est de ne pas déconstruire, de rendre cette pièce de la manière qu'elle était écrite, mais avec notre sensibilité à nous, et ce faisant donc les costumes, la musique, le crémage autour du texte, et de mettre en lumière la partie du texte qui parle de l'amitié entre femmes, la partie du texte où on voit la résilience de Nawal, l'amour de Nawal. Souvent dans le film ou dans les mises en scène qui ont été faites auparavant, on voyait beaucoup son côté guerrier, et nous, on avait envie de rapporter son côté de... On pense qu'elle est froide et qu'elle est dure, mais en fait, c'était seulement pour se protéger. À l'intérieur de tout ça, il y a un amour infini pour Sauda, infini pour les jumeaux, pour sa grand-mère. On voulait mettre de l'avant aussi cette idée de l'éducation, de sortir de la violence et de la colère, peut-être en s'éduquant, puis en essayant de comprendre l'autre et d'aller à la rencontre de l'autre. Donc, c'est simplement que parmi les centaines de thèmes qu'il y a dans cette pièce-là, on en a choisi quelques-uns qu'on voulait mettre en lumière, et puis on est parti dans ce travail-là. Mais je crois qu'il y a des œuvres qu'on peut complètement déconstruire, et tandis que celle-ci, elle est tellement complète que le carré de sable était quand même assez restreint. Et on a aimé travailler à l'intérieur de cette structure-là, je pense. Oui, en coupant, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on s'est concentré sur l'enquête. Dans la pièce de 3h30, il y a comme l'Odyssée, justement, avec le fait qu'il y a plusieurs personnages. Tu retournes dans le pays d'origine, le passé, tu as le temps de voir tout ça se déplier lentement. Alors que là, en resserrant et en mettant l'accent sur l'enquête, donc trouver c'est qui ce frère, trouver ce qui ce père. Et donc, les jumeaux, ils avancent puis ils veulent savoir... on suit une enquête. Ça dure 2h10, puis tu veux... Mettons que tu n'as jamais vu la pièce, tu n'as jamais lu rien d'Incendie. L'idée, c'est que ça finisse puis que tu fasses comme « Ah! J'ai pas vu le temps passer. » Donc, c'était ça aussi. Parce que les gens, c'est 4 actes. Souvent, je me disais, j'ai l'impression que c'est comme si on binge-watch du théâtre. T'sais. Premier acte, deuxième acte, troisième acte, quatrième acte. Donc, il y avait cette idée-là de donner envie au public d'avancer avec eux dans l'histoire, de ne pas s'installer, de les avoir un peu sur le qui-vive, là, sur le bord de leur chaise. Ça a mis combien de temps, du coup, à se monter ce spectacle? C'est sur 1 an, à peu près, dans le sens, à partir du moment qu'on a dit oui au moment de la pièce. On a fait le casting et tout ça quelques mois après avoir su qu'on faisait la pièce. Et après, ça a été l'équivalent de 120 heures. Donc, c'est pas beaucoup de temps d'heures de répète. Et c'est aussi... c'est ça, c'est quand même assez rapide. Ça va vite. Ça va vite monter un spectacle. Je pense que si tu parles à n'importe quel metteur ou metteuse en scène, ils vont te dire à quel point on n'a jamais assez de temps. Oui, puis l'entrée en salle est calculée à l'intérieur de ces heures-là aussi. Donc, tout le moment où est-ce qu'on a la générale, avant la générale. Donc, rentrer en salle, c'est complètement différent aussi. Là, faut mettre l'éclairage, là, on voit s'il y a des trucs qui fonctionnent pas. Donc, tout ça va trop vite. C'est 1 semaine avant la première. On en prendrait 2 semaines dans la salle, la vraie salle de spectacle et tout. Donc, mais il y a quelqu'un qui nous disait que tu ailles 120 heures ou 400 heures, au final, t'es jamais prêt. T'es jamais prêt, puis il y a aussi ce sentiment-là qui est légitime pour le metteur en scène. T'sais, nous, notre travail se termine à ce moment-là. Le travail des acteurs a déjà commencé, mais il y a quelque chose... Il y a un personnage qui arrive auquel le metteur en scène n'est jamais présent, qui est le public. On est présent, on peut être dans la salle avec eux, mais là, on a la chance un peu de le faire quand on fait des reprises parce que le spectacle a été vu par un public et là, tu peux retravailler certaines choses. Mais en général, quand nous, on quitte, le public arrive. Donc, il y a un laisser-aller, un lâcher-prise qui, je crois, inconsciemment, c'est peut-être pour ça qu'on a tout le temps l'impression qu'on n'est jamais prêt ou prête parce qu'on n'est pas prêt à lâcher prise et mais c'est ça qui est différent. Laisser le spectacle exister. Ici, on a, je sais pas en France comment c'est, mais ici, on a l'industrie de l'humour qui est très, très, très forte et très, très aimée. Ce qui est fascinant avec l'humour, c'est qu'ils font des rodages pendant des mois et des mois et des mois et des mois avant de faire leur vraie première. C'est fascinant. Mais ici, non seulement on n'a pas ça en théâtre, mais en plus de ça... Tous les médias viennent à ta première. Fait que c'est comme si on te dit, alors tu vas rencontrer ton public
qui est quand même un personnage important surtout pour les acteurs, parce que la rencontre avec le public, ça affecte le jeu des acteurs énormément. Ben énormément. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un personnage qui arrive de plus, qu'il rencontre pour la première fois. Et donc, oui, donc c'est comme si c'est peut-être... Tu sais, on te demande d'être prêt, mais en même temps... C'est un peu... On va revenir là-dessus. J'ai un extrait là-dessus. Oui. Des critiques, justement, sur comment ça se passe pour Joey et toute sa clique. Here we go, people. Boxing Day. The Lucille Hotel Theater. Bada, bada, bada. Ha! Joey Tribbiani gives an uneven performance. But Mr. Tribbiani is not the worst thing in this production. Yes! Kate Miller's awkward and mannered portrayal is laughable. Bada, bada, bada. Aha! Here it is. The direction by Marshall Townend is... Thank you. Boys and girls, you've ruined my life. Please, stuff your talentless faces with my mother's crab cakes. Excuse me. Does anyone mind if I save this? Ouais. Alors, pour résumer ce qui se passe dans la scène, donc c'est la fin de la première. Il y a eu effectivement, alors visiblement, il y a eu le New York Times qui est venu quand même et qui a sorti un article littéralement une heure après dans l'édition. Bon, c'est toujours la magie parfois de Friends. Et donc, le metteur en scène arrive avec le journal, commence à lire, dit que Joey a une performance assez médiocre. Ouais. Micro, n'oublie pas. Médiocre, mais pas si pire. Voilà, médiocre, mais pas si pire. Ce qui rend Joey très heureux, vraiment. Voilà. Il explose de joie à ce moment-là. Et puis, ça critique le jeu de Kate Miller aussi. Ça critique la mise en scène, visiblement, puisqu'on ne sait pas ce qui est dit sur la mise en scène. Mais le metteur en scène n'est pas content. Marshall Townend n'est pas content. Et donc, il dit, en gros, il dit merci, vous êtes boys and girls, talentless people, donc personne sans talent, vous avez ruiné ma vie. Allez-y, profitez du crab cake de ma mère. Il y a deux choses là en l'écoutant qui me frappe, c'est d'une part où je trouve, alors évidemment c'est dans l'excès, mais je trouve qu'il incarne très bien cette idée de tout à coup il a perdu le contrôle, c'est-à-dire qu'il ne prend pas la responsabilité de ce qui s'est passé pour la première. C'est vraiment, alors c'est excessif évidemment, mais je pense que ça dit quelque chose de ce sentiment dont vous parlez un peu là, c'est de dire quand ça joue quoi. Exactement. Et là, ça toi t'as beau avoir, plus, alors du coup je parle un tout petit peu de moi, j'ai fait de la mise en scène il y a très longtemps, j'écrivais, je mettais en scène aussi, et il y a ces trucs où le public rentre, t'es là derrière, et ce qui se passe sur scène, toi, tu peux plus rien faire. Non. Et même quand tu sais que ça va pas, des fois, tu sais que ça va pas et qu'il faut changer des trucs et tout, et tu dis juste, là, c'est trop tard, c'est ce qui se passe et c'est ce qui existe. Oui, puis c'est étrange parce que c'est de l'art vivant, donc ça devrait être... acceptable de voir que ça vit et que ça grandit et que ça soit influencé aussi par le regard du public, par les rires ou par les arrêts de respire, ou par, ça devrait pouvoir exister. D'où le fait que je trouve fascinant le rodage de l'humour, parce que justement, ils peuvent, dans ton salon, tu te fais rire avec ta blague, mais finalement, peut-être que ça fonctionne moins quand il y a des gens. Puis à partir du moment... Moi, à partir de la première, je disais à Elkana, j'ai l'impression que mon enfant de 17 ans, qui ne sait pas se faire à manger, est rendu en appartement. Et il me dit, fais-moi confiance, et je travaille très fort. Et je sais qu'il va être capable. Je sais. C'est juste que j'ai de la misère à pas l'appeler sans arrêt. Puis faire, ça va, t'es sûr? Est-ce que le chauffage... Il y a du chauffage? Oui. Est-ce que t'as acheté, tu t'es fait à manger? Comment ça va? Es-tu à la maison? Est-ce que... T'oublies pas de fermer de l'eau, ton four. Tu l'as fermé? Tu sais, je suis en mode... Comment je dois gérer? Est-ce que je les laisse aller ou je m'inquiète ou pas? Donc, on avait l'impression de laisser notre enfant... Moi, j'ai dit à Inès, moi, après la première, je suis plus là.
Parce que pour vrai, être assise dans la salle et regarder ton spectacle, je trouve ça dur. Je trouve ça dur parce que justement, comme tu dis, tu peux rien faire. Puis en même temps, qu'est-ce que tu as à faire? Je veux dire, c'est ça, là. Ça sera jamais parfait. Mais on est En très même temps, ça a différentes l'air aussi. quoi d'être parfait? Tu sais, c'est quoi un spectacle parfait? Ça peut pas. Puis il y a comme un truc où je fais comme, oh non, moi, il faut que... Mais c'est parce qu'on est très différentes, dans le sens que dans notre manière de travailler avec Elkana, ce qui était très intéressant dans tout le processus parce que ça nous emmenait dans des zones riches. Mais moi, si on m'arrêtait pas, je suis quelqu'un qui pourrait toujours être constamment dans le travail. Donc, j'aurais pu donner des notes à tous les soirs et ramener, parce que quand on est retourné voir la pièce des semaines plus tard, il y avait beaucoup de choses très intéressantes, mais beaucoup de choses qui étaient un grand terrain de jeu pour les acteurs qui se sont un peu appropriés des choses, des plis et tout ça. Donc, on faisait « Ah, ça, c'est des nouvelles décisions, c'est bien. » Ils se sont... on n'a pas fait de commentaires parce qu'Elkana m'a dit non, mais moi, j'aurais été... Je les aurais nommées, ces choses-là. Puis Elkana était comme « Non, il faut laisser... Ça leur appartient maintenant, puis il faut le laisser aller. » C'est délicat parce que, tu sais, tu restes quand même là. Fait que, il y a quand même... Là, on le reprend. On dirait que, tu sais, il y a ça aussi, comme on le reprenait, je sais comment, ben, c'est des choses qu'on va pouvoir, tu sais, qu'on pourra nommer puis essayer de retravailler quand on va être... Mais il y aura on va une le relancer. période dédiée à ça. C'est quoi. ça, parce que c'est sûr, parce qu'en même temps, c'est pas une affaire de contrôle, c'est ça notre Le c'est travail, ça notre rôle. ouais. On est à l'extérieur, fait que il y a souvent, faut demander. Puis parce qu'on est des actrices, on le sait aussi, souvent, il faut faire confiance. La personne qui est assise, qui te regarde, il y a plus de chances que ce qu'elle pense, puis où est-ce qu'elle est en ligne, ça soit la bonne direction à prendre. T'sais, moi, je m'étais fait dire à un moment donné par je pense que c'est un metteur en scène qui m'avait dit ça. Il avait dit, tu sais, Elkana, quand toi, tu as du plaisir, il y a 90 de chances que le public en ait pas. J'étais comme, je comprends pas. Puis il était comme, ben, si toi, tu fais des choses, c'est comme, moi, je file des choses sur scène, puis je trippe, puis j'ai du fun. T'es pas en train de faire ce qu'on a travaillé parce que ce qu'on a travaillé te met dans un inconfort. Fait que c'est ça le sentiment que t'es censé avoir. Pas censé être bien. T'sais, je pense pas que c'est bon pour toutes les pièces, mais je m'étais dit, je comprends ce que ça veut dire. C'est que ce spectacle-là me demande d'être jamais vraiment confortable. Fait que si je le suis, ça veut dire que je fais pas la bonne affaire. Je pense que c'est aussi dans l'image de si tu joues pour toi, tu joues pas pour le public. C'est Ouais, ça aussi. C'est ce C'est que plus j'allais dans dire cette aussi. idée-là. Ouais, Ouais. aussi cette idée qu'à un moment, t'es en représentation et être en Exact. représentation, ça veut dire être tourné vers l'extérieur. Exact. Puis ça, être pas à l'aise parce que t'es dans le vivant, t'es pas censé être confortable. C'est censé être à chaque fois comme si c'était la première fois. Donc, c'est pas censé être confortable parce que c'est la première fois que tu fais le spectacle. Donc, donc j'étais comme, tu sais, des fois, comme acteur, c'est ça, la personne à l'extérieur fait, non, on est là pour poser les questions, pour aider les acteurs à chercher. On est l'interlocuteur qu'ils ont pendant le travail, qu'ils n'auront pas nécessairement avec le public. Oui, le public est un autre personnage, mais c'est pas un metteur en scène. Donc, ouais, Puis de toute façon, puis il change en plus. Il change, exactement. Voilà. Chaque représentation. Alors que nous, différente on aussi est quand là, même. les 990 heures, on est là. Puis il y a le public du vendredi soir, il y a le public du samedi soir, le dimanche après-midi, c'est pas les mêmes publics. Là. Ouais. Donc, ça aussi, il faut s'adapter à ça, dans le sens qu'il faut continuer à raconter une histoire Ouais. le plus possible, puis à pas être déstabilisé par ça. Puis c'est quand même très intéressant de voir comment un public respire dépendamment de quelle heure on est et quel jour on est. Mais c'est de l'art vivant. Ouais, mais c'est pour revenir rapidement aux critiques et donc ce que vous disiez, donc là au Québec, ils viennent vraiment pour la première principalement. Oui, ce qu'on appelle que- la première médiatique. En général, on a une avant-première. Ok. On a une représentation avant. Ouais, et donc la première, moi qui ai toujours le critique de théâtre, toujours quelque chose de spectacle vivant en général, toujours quelque chose que je trouve un peu compliqué parce qu'effectivement, la même pièce 2 soirs de suite peut être tellement différente. Oui, puis par rapport aussi aux biais qu'on peut avoir, aux envies qu'on a dans notre genre. Au Québec, on a très, très peu de critiques quand même à comparer l'offre théâtrale par rapport en Europe. Mais nous, c'est très intéressant. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu... on était de héros à zéro, dépendamment du journal ou de la Ouais. critique. C'était fascinant. Ça a créé comme
espèce de brouhaha. Polarisation. C'est fascinant. On passait de... C'est une création Oui. extraordinaire. J'en ai pleuré toute mon existence. De détails, de gens qui ont compris exactement où est-ce qu'on Ouais. allait, de faire puis même plus loin. J'étais comme, oh mon Dieu, wow, cette personne a vu des choses. J'avais pas pensé à ça, mais Ben, merci. Et là, de genre, c'est la pire chose que j'ai vue de ma vie. Ouais. Destruction totale d'Elkana et moi, surtout, de metteur en scène. Donc, on est un peu comme le metteur en scène dans Friends. On s'est fait bien détruire. Et à la fois, ça a créé des discussions par rapport à ça. Puis c'est devenu plus grand que nous. Donc, C'est très intéressant parce que dans Friends, là, je veux dire, la critique commence en disant que les acteurs sont pas bons. Donc, clairement, tout est pas bon. Fait que, tu sais, dans ce cas-là, je fais comme, ben, il y a de fortes chances que la mise en scène soit Oui. pas bonne. Non plus, tu sais, c'est rare que tu fais tout était dégueu, mais la mise en scène, c'est impossible. Ce que je veux dire, c'est que tu peux pas en vouloir autant à la mise en scène et avoir aimé des choses. Tu sais, pour ne pas avoir aimé la mise en scène à ce point-là, c'est que tu n'as rien aimé du spectacle. Comprends? C'est là que je fais. Tu peux pas dire, ah, cet acteur-là est exceptionnel. Tu fais non. Oui, c'est un bon acteur, mais quand il a lu la première fois cette pièce-là, il avait pas l'air de ça. C'est un bon acteur parce qu'on a travaillé ensemble. Après, s'il y a d'autres choses que tu aimes pas, je comprends, mais fait que c'est pour ça que des fois, je trouve que, tu sais, c'est ça, la mise en scène, c'est un travail de l'ombre. Quand c'est un travail trop dans la lumière, ben t'es pas censé faire c'est la plus belle mise en scène. T'es censé faire c'est le plus beau spectacle que j'ai vu ou j'ai aimé. Fait que oui, c'est assez. Moi, des fois, j'étais comme ben si t'as aimé telle chose aussi, tu sais, les gens étaient comme ben, c'est le texte. Puis je fais ouais, mais le texte original dure 3h30. Donc je sais pas si on t'avait, tu sais, notre travail de dramaturgie comme metteur en scène, dont notre travail, ça fait partie de la mise en scène. En tout cas, nous, ça fait partie de tout ça. Donc, c'est sûr que c'est intéressant des fois de voir comment les critiques réagissent. il y avait beaucoup de gens qui étaient encore très imprégnés par le film, qui n'est pas la pièce. Et donc, le film a des personnages qui n'existent pas, un changement chronologique de choses, la fin n'est pas la même. Pour nous, la plus belle critique qu'on a eue, en fait, c'est qu'à la première, Denis Villeneuve était là. Et Denis Villeneuve, qui a travaillé pendant 10 ans sur le texte pour faire son film, qui a vu la pièce je ne sais combien de fois, qui connaît la pièce de Ouaji par cœur, de tout bord, tout côté, a adoré la pièce et nous a tellement dit de belles choses à la fin du spectacle par rapport justement au regard féminin. Dans son film, il n'y a pas Sauda, le personnage de Sauda, qui, en mon sens, est mon préféré. Il n'y avait pas Sauda dans le film. Il nous a dit si j'avais entendu l'importance de Sauda, peut-être maintenant, à l'époque, elle aurait existé parce que tout d'un coup, son amitié avec Sauda devient tellement importante. Et donc, pour moi, quelqu'un qui s'est imprégné de cette pièce-là, qui voit notre relecture de cette œuvre d'une manière importante, pour moi, ça, c'est la grande critique. Des collègues qui connaissent le métier de metteur en scène aussi, des gens qui ont côtoyé la pièce, pour moi, c'était le plus... qui m'a nourri le plus. Et les critiques aussi très... les critiques intéressantes sur des choix qu'on a faits, oui. puis de questionner ces choix-là. Moi, j'aime ça. C'est pour ça qu'on fait ce métier-là. Oui. On offre une proposition. C'est notre lecture. Mm-hmm. C'est pour ça que c'est le fun, les reprises. On n'en fait pas beaucoup, là. Mais les reprises permettent cette critique-là. Parce que justement, tu te commets à quelque chose qui a déjà existé dans l'imaginaire. Donc, il y a quelque chose d'intéressant d'avoir des gens de faire OK, mais pourquoi tu as fait ce choix-là? Pour nous, d'expliquer ces choix-là et d'avoir des gens qui font Ah, tu vois, moi, je ne suis pas d'accord parce que la critique est importante parce qu'elle fait évoluer l'art, mais il faut comprendre ce qu'on critique. Il faut comprendre c'est quoi. Il faut réfléchir à pourquoi. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Quand on met en scène, il n'y a rien qu'on fait juste pas penser. Il n'y a rien auquel on n'a pas pensé. Il n'y a rien qui est fait de façon désinvolte. Après, que les gens n'aiment pas ces relectures-là, ça, écoute, c'est la beauté de l'art. On peut aimer ou pas aimer. Mais il faut comprendre que c'est ça qui est... En tout cas, nous, notre plaisir est là de faire, c'est ça notre lecture. Moi, j'ai aimé ce côté polarisant parce que j'ai fait, c'est surtout qu'on a fait un choix qui soit vraiment plu ou pas. Donc, ça veut dire que nos choix, on a tenu notre bout, puis c'est ce qu'on voulait, tu sais, après... après, c'est ça qui est génial avec l'art, là, c'est de faire, on s'attaque à ça, puis on veut le présenter comme ça. Puis, après, grand bien face à d'autres de refaire Incendie, qu'on ait une autre lecture, peut-être dans quelques années. Je le souhaite parce que c'est une belle œuvre à laquelle se commettre. Je le souhaite. On le souhaite et on ne souhaite pas dans le sens que j'espère que si c'est repris dans 20 ans, ce ne sera pas aussi...
pertinent dans l'époque. Ouais. J'allais dire, en fait, il y a quelque chose aussi que je trouve intéressant dans le fait de reprendre Incendie aujourd'hui et de lui apporter un regard, c'est que le contexte a changé, oui et non, mais si quand même pas mal. En tout cas, il y a vraiment une actualité qui nous touche, alors plus ou moins directement, hein, en fonction de où on est dans le monde en ce moment. Ouais, Mais, et j'ai lu que que ça avait imprégné aussi votre on mise n'a en pas scène. le choix, quoi. oui, c'est sûr. Tu sais, au départ, c'était pas ça l'intention. Quand on nous a contactés, c'était avant le 7 octobre, donc on n'avait pas cette information-là. On savait qu'on allait être imprégné d'un conflit qui dure depuis 75 ans, du fait qu'on s'informe. On a des amis qui viennent du Liban et de la Palestine, donc on avait déjà un regard important sur ce genre de conflit. Mais là, c'est devenu encore... Oui, parce que c'est un regard qui, finalement, pouvait un peu ressembler peut-être à celui de Wajdi à l'époque. Ouais. Avant ça, lui étant libanais. Exact. Il était imprégné de ça aussi. Ça ressort dans beaucoup de ses œuvres. Et ça ressort dans Incendie. Donc, avec une petite différence générationnelle quand même. Et puis 20 ans quand même, qui fait que le conflit a duré. Il s'est passé d'autres choses. Mais en tout cas, avant le 7 octobre, il y avait peut-être une similitude plus proche dans les regards à ce moment-là. Et le 7 octobre arrive et là, tout et là, à coup, on a dit oui, on n'a plus de choix. Et on pense que ça va durer 2 semaines, mais finalement, tout le long de la création... Tu sais, il y avait des moments où la guerre au Liban, je veux dire, l'attaque d'Israël sur le Liban s'est fait pendant qu'on était en répétition. Et puis, à un moment donné, je rentre chez moi après une longue journée de répète et à la télé, ça parle de Nabatéa, le village qui est mentionné dans la pièce de Wajdi. Donc, tu fais, mais mon Dieu, tu sais, c'est la fiction et la réalité. Et oui, ça a affecté des décisions qu'on a de mise en scène et de costumes même pour des personnages parce que, justement, on pouvait pas faire fi de l'actualité. Puis on n'avait pas envie non plus d'en faire fi. Non. Il y a eu au Québec, alors je sais que la tension autour de ces questions-là est quand même beaucoup moins polarisée qu'en France au Québec, mais vous avez eu des retours par rapport à ces choix-là et ces questions-là spécifiquement? Est-ce qu'on vous aurait... en France, j'imagine très bien des gens vous reprocher potentiellement un parti pris ou un... Pas du tout, parce que dans la pièce, il n'y a aucun... je dis, dans la pièce ne nomme aucun pays. Ouais. En fait... Il parle de miliciens. Oui. Et il dit une fois l'armée étrangère. Non, on aurait peut-être... Parce que, évidemment, on a, pour nous, il y avait... Je veux dire, sur une grande entrevue, dans un grand journal, je porte un kéfier... ça suffit pour apologie du terrorisme en France. Voilà. Ouais, donc, peut-être que par rapport... Non, mais donc, voilà. Il y a vraiment un climat terrible en ce moment. Ouais, voilà, mais d'un côté ou de l'autre, en France, c'est par rapport au terrorisme, mais par rapport à si quelqu'un dit que les Palestiniens, on devrait pas cesser le feu en Palestine, c'est le cas aussi. Donc, en France, chaque sujet et chaque thème sont prises à bras-le-corps et les gens gueulent, ils vont dans la rue. Donc, peu importe ce que tu fais, il y a quelqu'un qui ne sera pas content. Ici, on est un petit peu moins enflammé. Ça se passe sur des réseaux sociaux ou peu importe. Mais c'est moins chaotique, je peux dire, sur certains sujets. Ok, parce que moi, voilà, justement, en lisant ce que j'ai pu sur la pièce et ce qui a été écrit, ça avait, comme vous en parliez beaucoup quand même de cette réactualisation, ou en tout cas cette prise en compte mais elle du n'est contexte. pas... Je ne sais pas dans quelle mesure elle se voit ou elle se sent ou pas dans la pièce par rapport elle se sent. Je pense qu'elle se sent dans les costumes par rapport à certains choix. Certaines musiques aussi, qu'on sent que certains Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est là, mais il n'y a pas... ça reste que... Contrairement à d'autres représentations d'incendie ailleurs dans le monde où l'arabité a été complètement évacuée parce que c'est possible de l'évacuer dans la mesure où on peut complètement l'évacuer. Nous, elle ne l'est pas. Et nous, on avait même un regard aussi sur les Premières Nations, que ce soit de nos origines amazighes tunisiennes, donc les Premières Nations de l'Afrique du Nord, puis le personnage principal, l'actrice qui joue Nawal, toutes les Nawal, est d'origine autochtone. Donc déjà, on avait un regard qui n'était pas simplement la guerre au Moyen-Orient, c'était aussi le rapport à se faire coloniser, qu'on t'arrache un territoire.
Donc, c'était par rapport à ici aussi, c'était par rapport à l'Ukraine aussi, c'est par rapport à toutes les guerres au Yémen, au Soudan. Il y a des guerres partout. L'absurdité au Mexique, des guerres de drogue, de territoire, de qui a le droit à qui, des femmes qui deviennent un territoire partout dans le monde, peu importe les origines. Le corps de la femme devient un territoire de guerre. Elle se fait violer, elle se fait arracher des enfants, elle doit accoucher des enfants de viol. Donc, c'est ça, nous, notre grand sujet. C'est l'absurdité du conflit et l'absurdité de à quel point les enfants et les femmes deviennent territoire de guerre absolu, et ceci internationalement. Cette absurdité-là n'est pas raciste. C'est tout le monde pareil. Quand on réfléchit au métissage, aux origines du métissage, ça racine dans le viol. Là. C'est des Blancs qui violaient leurs esclaves et que ça faisait des enfants métis. Je veux dire, mais le fait de mettre ça de l'avant et de montrer la beauté du métissage, ben, c'est une façon de se réapproprier. Ce que Nawal essaie de faire en disant je veux pas haïr sans vendre de punch si les gens qui écoutent n'ont pas vu la pièce ou le film, mais il y a cette possibilité-là de réparation, d'essayer de sortir de la colère, donc de mettre de l'avant cette beauté-là de l'humain, même si une partie de cette beauté de l'humanité est enracinée dans la violence, il faut s'en sortir. Parce que sinon, comme disait Inès, si on passe son temps à avancer, c'est le cycle infini, éternel, parce que tu auras toujours une raison pour dire que l'autre t'a fait du mal. À un moment donné, il faut faire stop, tout en étant conscient du mal qui a été fait, puis après ça, avancer. Donc, c'est le grand défi entre le pardon et la non-amnésie. Oui. Pour revenir un tout petit peu, et puis après, on va quand même même parce qu'on s'est éloigné de... Pour revenir un tout petit peu sur les répétitions et le travail en amont, il y a un moment que je voulais vous faire écouter aussi, qui est dans les épisodes et qu'on en parle un tout petit peu, c'est que des fois, dans les répétitions, il se passe des choses. J'imagine notamment au moment quand il y a beaucoup de travail au plateau et où on voit quelque chose de beau apparaître. C'est ce qui arrive à notre metteur en scène, Marshall, qui visiblement, lui, a trouvé sa pièce bien avant que les critiques le descendent. Happy? Is that what I'm supposed to be, Vic? Happy? Well, why don't you tell me what you're supposed to be? Huh? Because I sure as hell can't figure it out. I talk to you and it's nothing. You look at me and nothing. Nothing. You guys make me fly. Hi. Okay, we're gonna pick it up here tomorrow. C'est juste un très court extrait, mais un court extrait où il est très heureux, le metteur en scène. Est-ce que c'est des choses qui vous arrivent quand vous mettez en scène? Oui. Et bien sûr, sinon... sinon on ferait pas ça, mon Dieu. Il y a plein de moments comme ça, magiques, quand tu travailles une scène, puis que là, comme on dit l'expression, la mayonnaise pogne. C'est incroyable. Alors, du coup, ça veut dire quand la Dijon prend bien. S'éprend bien. Voilà. La Dijon, elle est top. Du coup, c'est fantastique. On se prend un grand plaisir à ça se ressent, là, comme là. Lui, il est un peu paumé, là, parce qu'il il voit pas que c'est parce que les deux se trippent dessus, là, que c'est pas vraiment du jeu. Mais ça donne quand même quelque chose d'incroyable. Et c'est ce qui est génial. Ça arrive, on finit une scène et là, tu sais, waouh! Quand on travaille avec une actrice ou un acteur et que là, c'est un peu difficile, on cherche. Puis là, on fait un enchaînement où on fait la scène. Puis, tu sais, on l'a trouvé. On sait qu'on est sur le bon chemin. Donc oui, il y a des moments incroyables. Ce qui est bien aussi, j'aime beaucoup quand... C'est arrivé quelques fois sur Incendie, mais dans d'autres pièces, quand on travaille une scène et on sait qu'on la termine et qu'on passe pas tout de suite à l'autre, et que la scène se termine et qu'il y a un long silence. Et c'est tous les acteurs, s'il y a des concepteurs qui sont là, mais qui sont... Ah ouais, OK, c'est ça, on l'a, là. Ouais. Ce silence-là, moi, il me nourrit, il m'enivre à chaque fois. Puis souvent, quand je fais la mise en scène, c'est le moment que normalement tu prends des notes et là tu arrêtes parce que tu fais... Tu deviens spectatrice. OK, on vient de toucher quelque chose.
OK, donc, OK, on est quelque part. Donc, ça, c'est quand même c'est assez magique. Ouais. Mais c'est aussi, parfois, des moments où on essaie des trucs et c'est extrêmement mauvais, mais il faut l'essayer. Et parfois, on essaye des trucs, c'est mauvais, mais il y a quelque chose il y a cette espèce de bourgeon qui arrive par une erreur. Ouais. Et donc, ce qui est chouette avec le temps de répéter, c'est qu'on peut avoir accès à des heures pour faire des erreurs, pour pouvoir trouver des nouvelles voies. Et ça, c'est magique. Quand dans une erreur, on trouve quand même quelque chose. Pas une erreur, mais un essai. On trouve autre chose qu'on n'aurait jamais pu avoir accès si on n'avait pas pris le temps d'essayer quelque chose d'un peu étrange, d'un peu champ-gauche. Donc, c'est le travail de plateau. Hein? C'est... la mise en scène, c'est un travail d'équipe. Et donc, c'est ça, quand le travail de plateau est important pour ça, parce qu'il faut chercher, si tout le monde arrive préparé avant, ça donne rien. Là. Ça veut dire qu'on est passé par un chemin qui est plus rationnel, disons. Si l'acteur, il sait déjà ce qu'il est censé faire, si le scénographe sait déjà ce qu'il est censé faire, là, c'est des morceaux de casse-tête qu'on veut mettre ensemble. Notre travail à nous, c'est d'arriver assez préparé pour que ce terrain de jeu-là soit agréable pour tout le monde, mais de laisser quand même de l'espace pour que quelque chose de magique apparaisse. Ça, c'est une affaire de temps, là, beaucoup. Puis sinon, ce qui est magnifique, c'est quand les éléments se rencontrent, parce que des fois, on va avoir travaillé avec la scénographie, on va avoir travaillé avec l'éclairage, avec la musique, mais tous n'arrivent pas en salle de répète. Donc souvent, surtout quand tu es acteur aussi, je pense aux acteurs, c'est un moment qui est important où là, tu es sur scène, le décor est là, l'éclairage commence, la musique, et là, tu fais « Ah, mon Dieu, OK, ce que je faisais tout seul en salle de répète où j'avais l'impression que c'était bon, mais là, tout est amplifié par ça. Tous ces éléments-là tout arrive ensemble. Tous les personnages de la conception et les acteurs arrivent pour raconter cette même histoire-là. C'est des moments assez magiques. Je pense que c'est pour ça qu'on fait ça, parce que sinon... Parce que sinon... Ça sera le mot de la fin de la discussion, presque, pas tout à fait. Il reste encore un petit peu de trucs. Mais en tout cas, merci pour tous ces échanges. Je vous propose qu'on passe à la... On n'en a pas parlé au début. Je ne sais pas si vous savez. Il y a une phase de quiz sur Friends. Oh, wow! Oh non, ça me stresse. Moi, ça me stresse. J'ai complètement oublié de vous prévenir. C'est pas méchant. J'ai des petites cartes avec des questions sur Friends. C'est sûr que tu vas gagner. Là. Non, et je vous propose qu'on en prenne chacune une. OK, parfait. Hop, et on va les... Tu peux la regarder? Oui. Là, ça va être les questions qu'on va poser aux autres, en fait. Je joue aussi, Parfait. sachez-le, parce qu'il n'y a pas de raison que je m'amuse pas. God! C'est sûr que on va être pas bonne. Et donc, on va lancer, c'est donc la partie quiz de Friendzone. Alors, qui veut commencer à poser une question? Je me lance. Vas-y. Alors... Est-ce que je la lance à toutes? Oui, et à tout le monde. OK. Ouais. Alors, quel est le deuxième nom de Chandler? J'avais la réponse. Vas-y, je l'ai pas, c'est ça, je me rappelle plus. C'est quoi? Muriel. Honnêtement, je m'en rappelais pas de ça. Non, mais tu vas gagner. C'est une bonne réponse. Mais non, mais c'est sûr qu'il va gagner. C'est sûr que tu gagnes. En fait, on compte pas les points. Pose des questions sur Incendie, tu vas voir. J'ai commencé à relire quand même Incendie pour l'interview là, mais j'ai pas eu le temps de tout relire parce que malheureusement je manque de temps et d'assiduité. Et après, on pourra en reparler un peu après, mais j'ai un petit... j'ai des griefs avec Wajdi Mouawad. Ah ouais, on s'en reparlera. J'ai hâte que tu m'en parles. C'est rigolo, ouais, j'en ai parlé dans l'épisode précédent, justement. Donc, j'ai hâte de savoir. Ah, wow. OK, alors, dans sa job comme chef à Alessandros, donc Monica. Monica, qui elle engage juste après le feu? Ah, mais... Elle engage qu'une personne. Non, mais c'est une des amies. C'est Lisa? C'est un du gang. Ouais. Lisa? Non, c'est pas une fille, c'est ça. Je pensais que c'était Rachel. Ah, c'est Chandler? Non, mais ça va être Joey. C'est Joey. Allez, je les ai toutes dit. C'est accordé. Ouais, mais je me rappelais que c'était un des amis. Là. Pour le virer, en fait. L'idée, c'est de dire je vais t'engager pour te virer, pour imposer mon... Oui, c'est vrai. Après ça, elle rencontre pas le beau mec, le beau américain, là? L'acteur, le...
plus vieux, là, avec une grosse moustache. Oh non, ça c'est bien avant. C'est dans un autre resto, ça. C'est c'est même très avant. Elle le rencontre elle quand elle fait traiteur chez Ouais, c'est lui ça. en fait. Voilà, traiteur. Mais c'est saison 2. Mais tu vois, je Donc, mélange toutes les... ouais. Je me rappelle qu'elle rencontre dans une cuisine. Tom Selleck. Tom Selleck, c'est ça, exactement. Magnum. Et Qui avait 50 ans de plus qu'elle à ce moment-là. ouais, ça c'est Non, ça- même pas. Non, il avait alors Y a dans la série, ils ont 21 ans d'écart. Mais ils ont 30 Mais en ans, vrai, 35 ils ans ont dans la une vie. trentaine d'années Ah, d'écart. Oui, elle avait au comme moment. 29 ans, puis lui, il en avait Ah, 65. là. mon Dieu, mais Ouais. c'était tellement beau. Quel homme. Mais vraiment, ça le faisait. Mais j'aimerais beaucoup avoir un épisode sur gros écart d'âge dans un couple pour parler de cette relation-là. Ah oui, du podcast. vraiment. Ben, il y a quand même, c'est intéressant. Au-delà, même si j'aime Friends et Sex and the City et toutes ces séries, je sais pas si tu connais l'autrice de romans graphiques Liv Strömquist. Oui, si, bien sûr. Donc, elle a un livre qui déconstruit tout Oui, complètement ce rapport ça. justement-là de Elkanah C'est- Talby, par exemple, qui fait « Ah, mais il était Ouais. tellement beau! » Évidemment, on les trouvait si beaux, mais les filles vieillissaient de 5 ans, mais on Ouais. faisait « Ouais, attention, hein, ça s'en vient. Ouais, c'est sûr. Mais Donc, là, tu c'est- vois, j'adore Madonna qui sort avec son danseur qui a 35 ans de plus que lui. Là. Oui, mais elle se fait Ben, quand même dire comment se faire ouais. sa face. Mais tout ça pour dire que c'est quand même intéressant, Liv Strömquist, de passer à travers ça. C'est Le sentiment du prince Charles de Liv C'est Strömquist. ça, les sentiments du prince. Fait que ça emmène tout le côté de toutes les séries qu'on a regardées. Mais qui mériteraient effectivement, enfin qui mériteraient, et puis qui sont déconstruites pas mal aujourd'hui. C'est vrai Oui. que revoir Ouais. Friends aujourd'hui, alors même avec l'attachement, on peut avoir du recul pour dire Oui, que oui, il y a des affaires il y a Grinch. quand là. même des choses Il y a des moments où je fais qui auraient comme. pu, Mais aussi, on se remet à l'époque, puis justement, des fois, tu fais OK, ils ont quand même. Tu sens que là, il y a quand même presque il y a un éditorial. là. qui avait une vraie volonté progressiste, mais à un moment, c'est aussi le fruit d'une époque. Et oui, tout aujourd'hui ne passerait pas et ne serait pas écrit de la même façon. Non, c'est sûr. Et Ross était quand même un personnage d'homme très proche de son émotif et Alors, des fois, il vire, là, mais quand même, il était très émotif. il à mon était, souvenir. oui, mais il était l'assumait- immature un il peu l'assumait pas émotivement. trop, en fait, surtout, en plus. Parce qu'il y a vraiment un épisode qui est axé là-dessus, qui est dans la saison 9, pour le coup, quand ils cherchent une nourrice pour leur fille, donc avec Rachel, puisque donc Rachel Oui, accouche au Ellie, début de la ouais. saison 9, et ils trouvent une nourrice qui, en fait, est un homme. Et Ross ne supporte pas ça, en disant que lui, il n'a jamais été proche de ses émotions, machin et tout, et où il finit l'épisode en pleurs, en train de pleurant raconter avec son lui. enfance. Mais donc il y a toujours cette ambiguïté chez Ross qui est cette. Mais il Effectivement, l'assume pas, mais voilà, son il l'assume essence pas. totale est quand C'est même. que ce que ça dit à la société, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes comme ça qui sont proches de leurs émotions, malheureusement. Qui ont une barrière Ouais, pour, alors que, pour tu sais, l'exprimer. Ouais. Mais d'ailleurs, avec quelque chose, je pense, dans la relation Joey et Chandler qui est beaucoup plus assumé Oui. dans le côté Ouais. touchant aussi, où ils assument le côté de se prendre dans les bras. Tout le temps, Vraiment, ils se prennent tout le temps Ouais, dans le bras. c'est- Même si, il y a justement, ils jouent là-dessus, où il y a des épisodes où est-ce qu'on se prend dans les bras ou pas, et ils font, ah non, et on se fait une poignée de main un peu cool et Ouais. tout. Et puis finalement, t'as Joey qui revient et qui fait un Mais gros c'est toujours câlin. à Joey Chandler. qui- Ouais, Joey est le plus... Joey, Ouais, écoute, Joey, il il- pleure souvent un peu. Mm. Ben, il est tout le temps un peu en train de whiner quand Ouais. il veut coller. Plein de moments chouettes de Friends quand même à explorer. Ouais, vraiment. À explorer. Mais voilà, merci. Donc, alors peut-être parlons de Wajdi. Oui. Avec le micro, non, je sais pas Non, si ça vaut off le coup. micro peut-être? Oh, moi je l'assume complètement. j'ai Mais en déjà fait, commencé à on est dire. surtout intrigués de savoir. J'ai envie de savoir. Ouais, ce qui s'est passé. Non, moi j'ai trouvé ça très drôle pour expliquer comment vous vous retrouvez là. C'est donc j'ai été en contact avec Nathalie Anroy, Mhm. qui est venue dans un épisode précédent. Et qui m'a parlé de vous et en me disant mais c'est des metteuses en scène, ça peut t'intéresser, peut-être qu'elles aiment Friends, je te mets en contact et tout. Et je regarde et là je vois que vous avez mis en scène Incendie et il se trouve que le jour même je venais d'enregistrer un épisode où je parlais d'une anecdote qui m'est arrivée, qui est que quand j'écrivais des pièces, donc il y a très longtemps, dans une autre vie, j'avais fait lire ça à un date, voilà, qui m'avait dit « Ah, c'est fou !» dans la thématique, dans ce que tu racontes et tout, ça me fait beaucoup penser à Wajdi Mouawad. Et à l'époque, je ne connais pas. C'est il y a plus de 15 ans, à peu Ouais, près, il y a une ouais. quinzaine d'années. Je ne connaissais pas Wajdi Mouawad. Et donc, je suis plutôt flatté parce que du coup, je cherche un peu, je vois qui c'est. C'est pas n'importe qui. Ouais. Et donc, j'avais gardé ça en mémoire et je suis allé voir la trilogie, donc Littoral, Ouais. Incendie, Forêt, Ouais. en une fois.
où j'ai enchaîné mis en scène par Wajdi Mouawad. Et ça a été honnêtement une des expériences théâtrales les plus dures et les plus que j'ai le moins aimé de ma vie. Et Littoral, j'ai plutôt aimé. Et à partir d'Incendie, j'étais avec un pote et à partir d'Incendie, on a dit ah ouais là non, on décroche. On n'y arrive pas du tout. Et Forêt, ça a été pire encore. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait une espèce d'association de dire mais non, je peux pas. Je n'aime pas Qu'est-ce que t'as pas aimé? Je pense que c'est quand même assez violent d'aller voir les trois en n'ayant pas du tout de connaissance de ces pièces. Déjà, de voir... J'ai vécu la même chose, mais moi, je connaissais les trois pièces. Ouais. C'est une journée au complet au théâtre. Où est-ce qu'on parle de tragédie avec des trucs un peu twisted dans la tête. Et on voit aussi un dispositif qui se ressemble quand même. Ouais. Et je crois que de les voir une après l'autre, ce n'est pas une bonne idée. C'est comme de voir un film de Disney, 3 films de Disney back-à-back ou 3 films d'un réalisateur qui a un peu le même dispositif aussi. Donc, ça enlève de la magie. Je pense pas que c'est la meilleure façon d'aller voir du... Je suis assez d'accord parce que moi, ma principale... Parce qu'après, je suis retourné quand même voir d'autres spectacles de Wajdi pour essayer de... Et en fait, passer... Mais en fait, du coup, j'ai un gros problème avec Wajdi, c'est que j'ai l'impression qu'il me raconte toujours la même chose. Oui, t'as raison. Et c'est la même histoire. Effectivement, quand on voit les 3 d'affilée, on a juste il y a beaucoup... sentiment Mais il y a toujours des thèmes, en fait, qui reviennent. Ces thèmes sont très récurrents et traités de la même façon. C'est-à-dire je trouve... Alors après, c'est ce qu'il veut raconter et c'est très bien, j'ai pas de jugement à avoir là-dessus. Mais c'est vrai qu'en tant que spectateur, j'ai un peu l'impression que juste il me raconte la même chose sans changer son point de vue. C'est pour ça que j'aurais adoré voir je pense que tu aurais aimé ça. Mise en scène par un autre regard. Alors, Wajdi, si tu nous écoutes, on aimerait beaucoup aller en France pour donner accès à tous ces gens qui voudraient avoir un point de vue. Si par hasard, tu as quelques salles dans Paris qui seraient dont tu choisirais la programmation. Par exemple, à la colline, on pourrait le dispositif rentre à la colline. Oui. Donc, mais c'est vrai que du travail justement de nettoyage, pas de nettoyage, mais de remodelage et de découpage dans le texte. C'est beaucoup ça, dans la mesure où, même nous, à un moment donné, on était comme, OK, on a compris, on veut aller... L'enquête est importante pour ça, là, de fait de... Je pense aussi qu'on est à une époque où ça va plus vite aussi, donc il y a des trucs qu'on capte plus rapidement. Et c'était 3h30, donc j'imagine avec un littoral de 2 heures, 3h30, après ça, Forêt. Moi, tu vois, Forêt, c'est la première pièce que j'ai vue de Wajdi et j'avais pas vu les autres. Et je me souviens, ça durait 4 heures, il y avait une entracte, puis j'étais triste quand l'entracte est arrivée parce que j'aurais voulu le vivre d'une fois. Et les gens qui avaient vu les autres pièces me disaient « Ouais, non, c'est moins bon que les autres ». Là, j'étais comme, c'est peut-être parce que moi, c'est ma première rencontre. Donc, je pense qu'il y a ça aussi de... Peut-être pour ça aussi que j'ai plus aimé Littoral. Hein. C'est ça, parce que c'était la première. Exact. Mais Incendie, que je trouve un peu malheureux pour toi par rapport à mon... mais je crois qu'Incendie est une de ses plus belles œuvres. C'est ce que beaucoup de gens disent. C'est un texte que je trouve qui c'est ficelé de manière d'un génie. Après, à cause de Littoral, probablement que tu savais un peu comment ça allait avoir un retournement de 180 inattendu, bien sûr, parce que tu comprenais le dispositif. Mais si tu es pur... T'es pur, là, les gens vraiment... dans la salle. C'est une pièce qui te marque après... Nous, ça a été, je crois, donc j'étais avec un ami et vraiment ce retournement de fin d'incendie, ça a été vraiment notre décrochage. Vous avez décroché, En fait, ça a été... déjà, en fait, on voyait arriver ça et on se disait, il va pas faire ça. Parce que du coup, quand tu l'anticipes, c'est moins... t'as pas du tout envie. C'est tellement gros que tu dis... Voilà. Je vais pas y croire, en fait. Je vais perdre pied et c'est ce qui est arrivé. Donc... Mais parfois, c'est ça. Moi, je pense que les spectacles de Wajdi, pour ma part, parce que j'avais eu un peu ce sentiment quand j'ai passé toute la journée, rendue à Forêt, je comprenais déjà, j'avais l'impression de connaître l'itinéraire. Ouais. Et je trouve ça dommage parce que je pense qu'il a vraiment sa place dans l'histoire du théâtre et que chacune de ses œuvres, mais c'est ça, j'ai l'impression que
c'est comme d'offrir des huîtres, d'en manger 59 ou d'en manger 12. C'est Il faut une en expérience manger complètement avec différente. un champagne. Je pense que c'est une erreur de le penser comme une trilogie. Voilà. Parce que pour moi, à titre personnel, je trouve pas que ces récits soient plus liés entre eux que ces autres pièces par la suite, la plupart. Même son seul en scène, enfin voilà, on retrouve tellement les mêmes schémas que, en fait, oui, d'accord, c'est l'œuvre de Wajdi, c'est ça. Et très bien, enfin, il le fait probablement très bien, parce que il n'aurait pas eu rencontré le succès qu'il a. Mais j'aurais aimé ça que tu mais- me parles de Racine Carrée, le dernier qu'il a fait. J'aurais beaucoup. Et je crois que ce spectacle est comme dans un autre univers complètement, et c'est vraiment comme inspiré de la mathématique. Et, Il est allé ailleurs. son frère est mathématicien, donc il y a clairement quelque chose de très familial aussi, les liens en famille. Mais j'aurais aimé... Moi, j'ai envoyé des amis à aller le voir, puis qui ont halluciné sur ce show-là qui durait 3, 4, 5 heures. Ouais, il est 6 heures, ouais. Mais je te dirais de donner une autre chance à Wajdi. Alors, Wajdi, il faut vraiment qu'on aille à Paris. Wajdi, emmène-nous à Paris, s'il vous plaît. Parce que, ça aurait été vraiment bien. J'aurais vraiment aimé voir une autre mise en... Parce que du coup, j'ai même jamais vu le film de Villeneuve, en fait. Ouais, c'est ça. Alors que j'adore Denis Villeneuve par ailleurs, enfin vraiment c'est un de mes cinéastes contemporains vraiment préférés. Enfin, parce que le texte c'est un grand texte. On a coupé des choses, mais je pense que ça a permis de mettre en valeur. En fait, il y a des gens qui sont venus voir la pièce et n'ont absolument rien vu de ce qui était coupé. Oui, donc, ce qui est plutôt un bon signe. Ouais, c'est comme si je te dis bonjour mon ami, comment vas-tu? Et finalement, nous on a regardé bonjour, ça va? Ouais. Ça veut dire la même chose. Parce que je te dis ami plus tard, de toute façon, donc on a enlevé ami. Donc c'est ça que vraiment... notre coupure a été ça. Mais du coup, ça doit être un travail encore plus énorme que justement quand on a obsédé là-dessus. On a coupé des affaires de une phrase ici, une phrase là, une phrase. Je veux dire, vraiment, il y a une scène qu'on a chopée. Là, c'est une scène. C'est même pas une scène. On a coupé trois répliques parce qu'il y avait cette espèce d'affaire où qui se répétait. Il fallait avoir deux Nawal sur scène, sinon on essayait avec la même de faire. Plus c'était confondant parce que ça a toujours été ça. Il faut jamais qu'on perde le spectateur. Et on a resserré ça. Mais c'était toujours dans l'idée pour raconter une histoire. Est-ce qu'on continue à raconter l'histoire? Est-ce qu'on comprend où est-ce qu'on s'en va? Est-ce que les personnages ont leur ligne est claire? Oui, OK. Alors ça, c'est du super. L'enjeu est le même, c'est bon, on continue. C'est bon, alors on enlève juste pour laisser aux acteurs de la place pour pouvoir faire leur travail. Merci donc beaucoup, Inès Elkana. On rappelle du coup, donc ça va être rejoué de quand à quand, là À partir du 7 février jusqu'au 16 avril. Exact. OK. Partout au Québec. Vous pouvez aller voir les dates, je crois, sur le site du CEP, du Théâtre du CEP. Il y a toutes les dates, les supplémentaires et où acheter les billets. Tournée. Vous allez tous voir ça. C'est parfait. Je mettrai les informations en description du podcast. Merci. Génial, merci. Merci à toutes les deux. Au plaisir. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, abonne-toi au podcast, quelle que soit ta plateforme d'écoute. Tu peux aussi suivre le compte Instagram, friendzone.podcast, pour suivre l'actualité de l'émission. La semaine prochaine, on rencontre Alice qui tire le portrait des gens et des actrices. Oui, elle est photographe. Des bisous et à bientôt.